Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le revenu citoyen tel que proposé par les esprits libres. Il s'agit de proposer une somme, de distribuer une somme de 900 à 1000 euros créditée sur la feuille d'impôt de chaque citoyen d'une communauté donnée, en l'occurrence dans un premier temps la communauté française. Le montant de ce revenu est gradué en fonction des âges. Il est de 200 euros pour les 0 à 16 ans. Il est de 400 euros entre 16 et 18 ans, de façon à faire une transition pour l'adolescence. Et il est de 900 à 1000 euros pour tous les autres, tous les citoyens adultes de plus de 18 ans. À la retraite, il sera du double à partir de 65 ans, c'est-à-dire au seuil médian de 1600-1800 euros. La retraite donc sera égale pour tous, mais ceux qui ont cotisé jusque-là et qui ont acquis des droits garderont ces droits. Et si la retraite actuelle est supérieure à 1600 euros, eh bien la différence leur sera versée de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte de leurs avantages acquis. Mais par ailleurs, la retraite sera égale et pour tous les nouveaux cotisants, la retraite sera à 1600 euros. Alors, je vous dis que le revenu citoyen sera entre 900 et 1000 euros, on va parler disons de 900, car il s'agit comme premier principe en tant que revenu, d'éradiquer la misère dans la société. Ce n'est pas le vote ou les citoyens comme ça qui vont décider du montant du revenu citoyen, mais tel que nous le concevons, il est automatiquement aligné sur le seuil de pauvreté. Vous savez que le seuil de pauvreté, on le fixe à 50% du revenu médian, ou à 60% du revenu médian, selon les bases de calcul. Le revenu médian étant à 1600 euros, à 50% ça ferait un revenu citoyen de 800, et à 60% un revenu citoyen à 960, je crois. Bon. Donc, on prend cette base, disons 960, ça me semble tout à fait correct de prendre plutôt la base haute, et nous versons ce revenu de sorte qu'il n'y ait plus aucun pauvre dans la société. Plus personne en deçà du seuil de pauvreté. Ça, c'est le principe. Son application très simple, c'est 900 euros sur la feuille d'impôt que vous recevez. Vous avez un crédit de 900 euros par mois. Alors, si vous avez des impôts qui sont supérieurs, eh bien, c'est vous qui payez au Trésor public. Et si vos impôts sont inférieurs à 900 euros par mois, eh bien, c'est le Trésor public qui verse la somme. Alors, techniquement, c'est très simple. Nous créditons la feuille d'impôt de chaque citoyen de 900 euros par mois. Et ensuite, il a ses impôts à payer, mais il part avec un crédit. Il est créditeur. Il faut concevoir le revenu citoyen, et c'est en ce sens qu'il est différent des propositions de revenus de base ou que sais-je, comme refondateur de la société, en ce sens qu'il éradique la misère, mais comme refondateur aussi de la République et de la démocratie. Je vais essayer de m'expliquer sur ce point. Cette proposition de revenu citoyen est par nature fort différente, voire opposée aux propositions que l'on connaît sous le nom de revenu de base, en général, ou de revenu inconditionnel, qui sont en fait le plus souvent non porteuses d'un projet de société et qui, souvent trop basses, sont obligées évidemment de s'ajouter à l'assistanat et aux allocations diverses que nous connaissons. C'est vrai que si vous proposez un revenu de base de 400 euros, eh bien, ma foi, vous
toute l'usine à gaz de l'assistanat. Parce qu'avec 400 €, que faire? Alors vous gardez les allocations logement, les allocations chômage, les allocations diverses et variées, et vous mettez les citoyens dans un tas de petites catégories d'assistés, d'assistanat. Le revenu de base se rajoute à cette machine à gaz, et ma foi, on n'a pas changé grand-chose au dispositif, on n'a pas véritablement assaini, simplifié, on n'a pas supprimé surtout l'assistanat, et on a maintenu donc les individus dans cette condition d'assistanat. Je dirais que le revenu citoyen est un revenu d'existence, non parce qu'on existe, mais pour exister dignement. Quand vous avez 7 à 8 millions de personnes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté dans la société, on ne doit pas débattre pour savoir si la mesure est bonne ou pas. Il est évident qu'une mesure qui éradique la misère est bien meilleure qu'une mesure qui maintient cette misère au prix de l'assistanat, parce qu'aujourd'hui nous avons un assistanat considérable, mais une misère tout aussi considérable, encore une fois, 6-7 millions de personnes en deçà du seuil de pauvreté. La question, c'est donc, pour nous, de savoir si on maintient l'assistanat avec 400 € de revenu de base, ou si on éradique totalement la misère en supprimant l'assistanat avec 960 € de revenu citoyen. La démocratie politique commence à partir du moment où un revenu citoyen est versé à hauteur du seuil de pauvreté. Et ça, c'est autant il s'agit de refonder la société en éradiquant la misère, autant il s'agit de refonder la démocratie politique en introduisant un élément de démocratie économique. Je m'explique. Comment peut-on parler de démocratie vivante dans une société donnée? Comment peut-on parler de bien commun si l'on a 7, 8 millions, 6 millions, 7, 8 de citoyens en deçà du seuil de pauvreté? Il est clair que ceux-là, comme les esclaves dans l'ancienne Athènes, ceux-là sont de fait, d'une façon ou d'une autre, exclus du processus démocratique, exclus du processus décisionnel, exclus évidemment du processus de formation. D'une façon ou d'une autre, nous sommes dans une discrimination absolue. Les pauvres sont écartés de la démocratie politique et de la démocratie vivante. On se paie de mots en parlant de démocratie politique, comme d'une certaine façon, en qualifiant la démocratie athénienne de démocratie politique, on se paie un peu de mots quand on sait que les femmes, les esclaves en sont exclus, voyez-vous. Alors, il s'agit de réintroduire tous les citoyens, l'unanimité des citoyens, dans le cercle vertueux, hors de la pauvreté, c'est-à-dire de réintroduire un élément de démocratie économique qui permet, et qui permet lui seul, la démocratie politique de s'exercer, d'être ce que nous appelons une démocratie vivante. Voilà un peu, disons, la première dialectique qui nous fait dire que éradiquer la misère, c'est refonder la société d'une part, et en même temps, éradiquer la misère, c'est introduire la démocratie économique dans le processus de démocratie politique. C'est donc le passage d'une démocratie formelle, telle que nous la connaissons aujourd'hui, à une démocratie vivante. Il est bien clair que c'est tout simplement refonder notre République à partir de ces axes liberté, égalité, fraternité, auquel on pourrait ajouter laïcité. Liberté. Liberté, évidemment, parce que qui peut nier que l'on est beaucoup plus libre quand on n'est pas pauvre que quand on est pauvre. Quand on est pauvre, on n'est pas libre. Absolument pas libre du tout. On est dépendant et on est assisté. Quand on n'est pas pauvre grâce à l'assistanat, bon, c'est peut-être mieux, mais on est dans une situation d'assistanat, d'assisté, avec toute la honte sociale, on est un sous-citoyen quand on est assisté. Bon.
Et là, la liberté, évidemment, elle gagne considérablement quand on a un seuil de subsistance, un seuil qui permet d'appréhender l'existence sans être dans le besoin absolu, c'est-à-dire dans la dépendance ou dans l'assistanat. Égalité. Égalité, eh bien oui, parce que nous introduisons, évidemment, avec un revenu égal pour tous, à la base, 960 €, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien, puisque ça couvre les besoins de base, c'est quand même essentiel, c'est vital, je dirais. On introduit un élément d'égalité tout à fait considérable entre les citoyens, un élément d'égalité que nous n'avons pas aujourd'hui, ou que nous n'avons qu'au prix de l'assistanat, et encore de façon tout à fait imparfaite. Donc, liberté, égalité, et fraternité. Fraternité, pourquoi? Parce que les citoyens sortent pour une part de la lutte de classe, des luttes catégorielles, et ont un revenu, partagent en commun une richesse, un bien commun, un patrimoine, un revenu commun. Imaginez-vous que vous ayez un revenu commun avec votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre voisin, votre patron, votre enseignant, que sais-je. Bon. C'est tout à fait considérable d'avoir ce revenu commun. Ça veut dire que vous avez une part du bien public que vous partagez, un héritage que vous partagez. Quand on a un revenu commun, on y tient, on le défend. On ne va pas s'amuser à jeter un papier par terre, parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on jette un papier par terre, on fait baisser le revenu commun de tout le monde, mais aussi son propre revenu commun, son propre revenu d'existence. Voilà des éléments qui sont vivifiants pour notre liberté, égalité, fraternité, pour notre République française. Et je dirais donc en un mot que la société est beaucoup plus facile à organiser quand elle n'a pas de pauvres en son sein, et d'autre part, la démocratie devient vivante quand elle n'a pas de pauvres en son sein, quand on a effectivement enrichi les pauvres sans qu'il y ait la moindre assistanat en quoi que ce soit. Sachons reconnaître qu'il n'y a pas de démocratie politique véritable sans cet élément de démocratie économique, sans que chaque citoyen ait la possibilité de ne pas dépendre pour ses besoins essentiels du marché, d'un patron, de que sais-je. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est bien gentil, mais la lutte de classe, là-dedans, qu'est-ce qu'elle devient? On enlève un peu le pain de la bouche des marxistes, en quelque sorte. La question se pose, en effet, savoir s'il nous faut mépriser les pauvres et les travailleurs, ou bien s'il nous faut les défendre. Le revenu citoyen enrichit les pauvres et sort effectivement les travailleurs de l'esclavage salarié, indéniablement. Avec le revenu citoyen, l'individu devient un citoyen, un esprit libre, et nous le verrons, un étudiant et un créatif. Alors évidemment, ça, vous allez me dire, ça ne fait pas l'affaire du marxisme. Oui, c'est vrai, il a tendance, avec notre position libérale-libertaire, la position des esprits libres, à s'écrouler une énième fois, et c'est bien sûr la pensée libérale-libertaire qui l'emporte. Pourquoi ? Parce que la condition de pauvre disparaît de fait. Et parce qu'il n'y a plus de pauvres dans la société. Et parce que la condition du travailleur, le travail, si vous voulez, n'est plus une obligation. Mais le travail n'est plus une nécessité. Mais il devient un choix libre, une option possible qui va se négocier sur le marché, qui existe toujours, mais qui rapportera un salaire en plus du revenu citoyen, un salaire qui va se cumuler. Que la pauvreté, le travail disparaissent, le travail salarié aliénant disparaissent pour que chacun devienne citoyen, et on va retrouver la lutte des classes, mais simplement sur le marché du travail, mais elle n'est plus le moteur de l'histoire en dernière analyse, comme dirait l'autre. Le rapport employeur-employé est évidemment considérablement modifié à l'avantage de l'employé, qui n'est plus dépendant de son employeur et dispose d'offres beaucoup plus abondantes, puisque le chômage disparaît, nous verrons par quel processus, et il a une base salariale, ce salarié, hors emploi avec son revenu citoyen.
La condition salariale devient pour chaque individu secondaire, non vitale dans la distribution des revenus, comme dans la définition de l'être, je dirais, d'un point de vue philosophique, qui sera plus un étudiant permanent et un créatif qu'un travailleur. Constatons par ailleurs que pour les privilégiés, leur travail restera un objet d'étude permanent et un objet de création, de créativité, ce qui est évidemment recherché. Bon. En préalable donc à la définition de la politique sociale, l'Assemblée et le gouvernement doivent considérer que le marché n'est pas le gouvernement et constater que la redistribution issue du marché, les salaires, les dividendes, les profits, le patrimoine, l'héritage, les rentes, etc., ne permet absolument pas de créer les conditions de l'exercice plein de la démocratie et de l'égalité des chances. Le gouvernement doit retenir que le bien public commun appartient par définition à tout le monde et l'Assemblée, le gouvernement, doivent distribuer équitablement la part d'héritage des générations passées. 85 milliards d'individus nous ont précédés, ils nous ont laissé un bien public, un bien commun, eh bien il s'agit de le distribuer. Nous sommes en ce sens des distributistes. L'Assemblée et le gouvernement se doivent d'opérer un partage distributif des richesses assurant une vie décente due à chaque citoyen. Ils doivent veiller à l'égalité des chances entre les citoyens, sens noble du libéralisme. L'Assemblée et le gouvernement doivent prendre comme première mesure de socialisation l'éradication de la misère dans la société en distribuant au moins l'équivalent de ce seuil de pauvreté à tous afin de faire société sans pauvres, sans laisser pour compte. Et c'est judicieux, juste et cynique au sens ancien du terme, car il est toujours plus facile et plus efficace d'organiser une société sans pauvres qu'avec pauvres. Quand vous avez des pauvres, vous avez évidemment beaucoup de problèmes de santé, vous devez mettre en place une machine d'assistanat colossale, véritable usine à gaz, et ça coûte très très cher, et vous avez beaucoup de problèmes liés à l'éducation. Cette distribution du seuil de pauvreté, équivalente au seuil de pauvreté au moins, est un impératif catégoriel de la démocratie et de l'égalité des chances, du bien commun et de ce que nous appelons le bien vivre, la société du bien vivre. La première dépense d'investissement qui rapporte plus qu'elle ne coûte est le revenu citoyen. Puis en découle l'éducation, la formation, culture, recherche, l'écologie et la santé. Ensuite se font les autres choix budgétaires dans un cadre devenu démocratique, dans le cadre d'une démocratie vivante avec une véritable égalité des chances. Refonder la société à partir donc de ce principe distributiste, écologiste, libéral, libertaire. Comprendre que le principe même du revenu citoyen n'a rien à voir avec la transformation, voire avec la raréfaction du travail. C'est simplement qu'il devient plus urgent quand il y a transformation et raréfaction du travail. Mais le principe du revenu citoyen s'imposerait même en période de plein emploi, même en période de 30 glorieuses. C'est-à-dire philosophiquement que nous sommes distributistes, non productivistes, non mercantilistes. Nous sommes libéraux car partisans des libertés et acceptant le marché, mais dans une acception républicaine et citoyenne, libéraux-libertaires, car le marché ne peut à lui seul réguler la distribution des richesses et organiser la cité. La domination du capital financier sur la démocratie est tout à fait inacceptable. Je veux dire par là que nous voulons une société avec marché et non pas une société de marché. Je m'explique. Le revenu citoyen ne dépend pas du marché,
dont il garde la vitalité, mais dont il réduit l'influence sur nos vies. Il ne dépend pas de l'assistanat qu'il supprime. La société s'organise sans pauvre avec tous les gains de sociabilité, de santé publique et de cohérence publique que cela entraîne. Le revenu citoyen correspond à une économie et donc à une société avec marché, et nous sort d'une économie et d'une société de marché. Je me souviens poser la question à Lionel Jospin qui avait un peu abordé le problème, et on lui demandait s'il était pour une société de marché, et il répondait « Oui, oui, je suis pour une société de marché, mais je ne suis pas pour une... non, pardon, je suis pour une économie de marché, mais je ne suis pas pour une société de marché. » Alors, on voit bien, là, l'intention du bonhomme, qui est bonne. Et il ne veut pas d'une société de marché, mais il est quand même pour une économie de marché. Mais le problème, c'est que le dialecticien ex-trotskiste s'entrave, évidemment, en ce faisant. Si vous êtes pour une économie de marché, vous avez automatiquement une société de marché. Vous ne pouvez rien faire contre la force du marché qui s'impose à la société si vous avez choisi une économie de marché. Alors les marxistes, eux, disent « Oh là là, oui, c'est vrai ça, et donc on est contre le marché. » Ah oui, mais si vous êtes contre, pour une économie contre le marché, sans marché, vous allez forcément vers un capitalisme d'État, vers la Chine, si vous voulez, au mieux, vers l'Union soviétique stalinienne. Non. Si vous êtes contre le marché, à ce moment-là, vous êtes contre de nombreuses libertés pour la socialisation de tous les moyens de production. Bon. Et à ce moment-là, vous aurez une société étatisée, forcément. Eh bien, avec le revenu citoyen, que font les esprits libres? Ils disent, ils s'opposent à l'économie de marché. Ils s'opposent également aux marxistes qui ne veulent plus du marché, qui veulent une économie sans marché ou contre le marché. Et, en bons centristes qu'ils sont, je dirais, ils proposent une économie avec marché, dont la principale caractéristique économique est que les revenus que chacun d'entre nous avons, pour une part et pour la part essentielle, pour 960 €, les premiers 960 € de base qui assurent à chacun de n'être pas pauvre, ne dépendent pas du mécanisme du marché. C'est donc une économie avec marché et non pas une économie de marché, régentée par le marché. Alors, évidemment, si vous faites ce choix d'une économie de marché, vous avez la société de marché. D'une économie contre le marché, vous avez la société régentée à la soviétique, soviétisée. Mais si vous faites le choix centriste, plus judicieux, de l'économie avec marché, à ce moment-là, vous aurez une société avec marché. Et par différents mécanismes de régulation, et nous y reviendrons, vous allez pouvoir agir sur le marché, en particulier par la fiscalité d'utilité publique, pour lier la recherche du bien public, la recherche de l'écologie, la recherche du bien vivre, avec l'intérêt, les intérêts bien compris du marché. Je crois que je me suis fait comprendre sur cette question. Le revenu citoyen correspond donc à une économie et donc à une société avec marché, et nous sort d'une économie et donc d'une société de marché. Voilà un peu la refondation de l'économie que propose le revenu citoyen. On a vu que c'était une refondation de la société, que c'était une refondation de la démocratie, que c'était une refondation de la République. Eh bien, c'est une refondation de l'économie elle-même et de transformation profonde du capitalisme. Alors, poursuivons avec notre société avec marché. Donc. Le revenu citoyen remet en question la centralité du travail et la centralité de la
croissance dans nos économies. Le but de la vie n'est pas de travailler, mais d'être créatif, de s'émanciper. Le travail peut émanciper, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est loin d'être toujours le cas. Dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Le revenu citoyen, c'est la liberté pour chacun de travailler, le cas échéant, et à son rythme. Nous n'avons pas à gagner notre vie, nous l'avons déjà, comme disait Boris Vian. Le revenu citoyen favorise la contribution bénévole à la création de richesses sociales non marchandes. Le chômage cesse d'être un problème social, la croissance cesse d'être un objectif social, croissance et décroissance sont ciblées et recherchées en fonction exclusivement du bien-vivre commun, de l'écologie commune. En accompagnement du revenu citoyen, nous devons nécessairement mettre en place ce que nous appelons, nous, Esprit Libre, une fiscalité d'utilité publique. C'est-à-dire une fiscalité qui tient compte autant des qualités que des quantités, autant de la recherche du bien public que des quantités produites. Les esprits libres discernent ce qui dépend du marché, offre-demande, de ce qui en dépend partiellement et de ce qui n'en dépend pas du tout. Ils mettent en place donc cette fiscalité d'utilité publique, fusionnant la CSG progressive et l'impôt personnalisé à la source sur les revenus et tenant compte des qualités autant que des quantités. Ce à l'avantage du commerce de proximité, de l'artisanat, de la petite entreprise, de l'agriculture écologique, de la petite exploitation, de la recherche, de la santé, de la culture, de la qualité de la vie et des produits écologiques. Le revenu citoyen introduit donc dans la société, et c'est donc une refondation sociale générale, la centralité de la créativité et de l'écologie, à la place donc de la centralité du travail, de la croissance, de la lutte de classe, que sais-je. Le revenu citoyen reconnaît de fait la créativité, le bénévolat, l'engagement associatif de chacun. Le revenu citoyen nous sort du productivisme. Le revenu citoyen permet d'en finir avec le rêve fou de la politique du plein emploi qui ne se réalise jamais et qui voit impuissante le chômage monter. Il s'agit au contraire de supprimer chaque fois que c'est possible les travaux inutiles et aliénants en remplaçant l'homme par des machines. Chaque fois que les idiots du plein emploi créeront 10 des emplois aidés et inutiles, le génie humain fabriquera une machine qui fera disparaître heureusement 1000 emplois. C'est l'avantage du tracteur sur la bête de trait, et c'est heureux. Il s'agit de sortir de la centralité du travail, de sortir du travail précaire, de sortir de la recherche imbécile de la croissance qui détruit l'humanité, la croissance à tout prix, sans discernement, de respecter l'humain en sortant de l'homo economicus, conçu uniquement comme un travailleur, salarié et consommateur, un accessoire du marché. Il s'agit de sauver l'humanité et de préserver la planète et sa nature par l'écologie contre le productivisme et la pollution. Le revenu citoyen remet en cause le monopole du travail, du capital et de l'assistanat dans la distribution des revenus en introduisant une part citoyenne, libertaire, commune, ne dépendant pas du marché. Vous allez me dire, mais alors, ce revenu citoyen-là, en quelque sorte, il dévalorise la valeur travail. Non, c'est tout le contraire. Le revenu citoyen respecte la valeur du travail. Ce qu'il ne respecte pas, c'est la valeur travail comme organisatrice de nos vies
Mais la valeur du travail, oui, bien sûr. Contrairement à une idée reçue, le revenu citoyen proposé par les esprits libres revalorise le travail effectué et n'encourage nullement à la paresse. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, prenons un travailleur qui va faire un SMIC, il fait ses 35 heures, il est au SMIC, il touche 1150 € par mois. Bon. Et puis prenons l'exemple d'une personne qui est chômeur. Ah ben, bon an, mal an, le chômeur avec les aides sociales va avoir entre 400 et 600 € en restant chez lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail, 35 heures par semaine au SMIC, rapporte concrètement 500 € par 1100. Puisque si vous restiez chez vous, vous auriez entre 4 et 600, disons 500. En allant travailler, vous avez 1100, c'est bien que vous avez gagné 600 de plus que celui qui est resté chez lui. Et vous avez perdu 35 heures. Ça veut dire que vous êtes payé 600 € pour aller faire un travail de 35 heures au SMIC. C'est bien ça. Ben, c'est lamentable. Avec le revenu citoyen, c'est très différent. Nous reprenons nos deux personnes, celles qui travaillent, celles qui ne travaillent pas. Celui qui ne travaille pas, il a ses 900 € de base. Celui qui travaille, il a aussi ses 900 € de base. Mais quand il va faire son SMIC à 35 heures, il a 1100 € de plus. Il a 2000 € lui dans la poche à la fin du mois. Et donc il a gagné 1100 € de plus que celui qui est resté chez lui. Le travail a été pris en compte et justement rémunéré. Et là, c'est la justice absolue. La valeur du travail est tout à fait respectée, considérée autrement plus qu'aujourd'hui, où on crée des divisions entre les citoyens parce qu'il est quelquefois plus intéressant, et c'est vrai, de bénéficier de l'assistanat plutôt que d'aller se faire exploiter pour une misère. Et c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait compréhensible que les gens préfèrent ne pas aller travailler. Moi, je dis qu'ils ont raison. Mais évidemment, celui qui va travailler se fait exploiter bassement. Donc, vous voyez que dans nos exemples, la valeur du travail est respectée par le revenu citoyen. La différence entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, c'est l'intégralité du salaire donc, qui s'ajoute au revenu citoyen. Le revenu citoyen constitue une meilleure et juste revalorisation du travail et un plus grand écart de revenus entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, donc l'écart est de 600 € ou 500 € entre celui qui reste chez lui et celui qui travaille. Demain, l'écart passe à 1100 € si on est dans les mêmes conditions. En fait, l'écart sera moindre parce que nous associons notre mise en place du revenu citoyen évidemment à un partage du travail et à une réduction du taux horaire, bien évidemment. La proposition si vous voulez, est éclairée par le fait de qui gagne et qui perd ce revenu citoyen. Alors, on peut voir ça simplement d'un point de vue fiscal, et on peut voir ça aussi d'un point de vue existentiel. D'un point de vue existentiel, la société dans son ensemble et tous les citoyens gagnent considérablement à la mise en place du revenu citoyen, bien évidemment. D'un point de vue fiscal, évidemment, ceux qui sont aujourd'hui en deçà du seuil de pauvreté, ils gagnent considérablement. Ils se hissent au seuil de pauvreté. Tous ceux qui sont entre 960 € et 1600 € vont y gagner considérablement également. Ceux qui sont au niveau du revenu médian et jusqu'au revenu moyen, c'est-à-dire entre 1600 et 2200-2300 €, vont y gagner également en argent, en revenus, mais aussi en temps, on va le voir. Ceux qui sont au niveau du revenu moyen, 2300 € et jusqu'à 4000 €, ne vont pas gagner en argent, mais vont gagner du temps. Et c'est ceux qui sont au-delà de 4000 € par mois, qui eux
vont gagner en temps, bien sûr, vont gagner socialement, mais vont y perdre du point de vue fiscal. Tout du moins dans un premier temps, parce que, évidemment, cela ne tient pas compte des effets positifs sur la société, sur l'économie, sur la santé, sur l'éducation, des effets positifs donc du revenu citoyen. Voilà un petit peu l'éclairage que je veux vous donner. La mise en place du revenu citoyen permet de passer à la semaine de 24 heures. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réduire le temps du travail très facilement. On ne peut pas passer de 32 heures de 35 heures à 32 heures, parce qu'il va y avoir des pertes salariales, et comme les gens sont un peu atteints à la fin du mois avec difficulté, on va leur dire, bon ben oui, vous travaillez plus que 35 heures, voire 25 heures, voire 24 heures, comme on le propose. Non, voire 15 heures par semaine. Non, ils n'auraient pas assez d'argent. En donnant 900 € à chacun, vous pouvez, bien sûr, passer à 24 heures par semaine. Il n'y aura pas de perte de revenus. Il y aura une perte de salaire venant du salaire, puisqu'on sera payé 24 heures. Mais il n'y aura pas de perte de revenus, puisque vous aurez 960 € supplémentaires. Le revenu citoyen. Donc vous pouvez le faire. Dans un premier temps, immédiatement, dès que l'on met en place le revenu citoyen, et il se met en place immédiatement sans transition, et bien évidemment, le pauvre candidat qui à la présidentielle a proposé un processus de transition en gardant toute l'usine à gaz, vous avez vu comme sa proposition s'est évaporée. Donc, on met en place le revenu citoyen et immédiatement, tous les salaires au SMIC et tous les salaires à des postes, tous les emplois pénibles passent à 24 heures par semaine. De façon à libérer 4 jours pour ceux qui sont au SMIC et pour ceux qui sont dans les emplois difficiles, 4 jours par semaine, de façon à ce qu'ils se reforment, de façon à ce qu'ils puissent disposer de l'éducation pour se reconvertir dans le processus social. 24 heures par semaine, donc immédiatement, pour les bas salaires et pour les travaux pénibles. Et sur une année, passage immédiatement aux 32 heures pour tous les autres et progressivement à 24 heures avec une année de transition. Au bout d'un an de mise en place du revenu citoyen, le taux légal est de 24 heures par semaine pour tout le monde. Ça veut dire que tous ceux qui sont en deçà du revenu, non pas médian, mais moyen, vont être gagnants du point de vue fiscal. Ça veut dire que ceux qui sont au-delà ne seront pas perdants, auront un salaire stable, mais avec évidemment 4 jours de disponibilité et ils ne travailleront plus que 24 heures par semaine. Ça veut dire aussi, la conséquence, c'est que le chômage disparaît immédiatement. Parce que si tous les travaux passent à 24 heures par semaine, alors que c'est à 35 heures aujourd'hui, vous imaginez que l'on peut créer énormément d'emplois. L'on peut partager le travail. Un poste de travail aujourd'hui va devenir 2 postes de travail demain. On n'aura pas du tout peur non plus de la flexi-sécurité. Les employeurs pourront effectivement plus facilement licencier, enfin bon, ce ne sera pas du tout un problème. En fait, les travailleurs vont devoir être plus offrants, les employeurs vont devoir être plus offrants vis-à-vis des travailleurs, parce que on aura un plein emploi qui de fait ne sera pas l'objectif social recherché, mais sera socialement trouvé, de fait, si on partage très largement le temps du travail. Donc 24 heures pour tous, et ce sera déjà énorme, et tout ça ne signifie pas qu'il faudra s'arrêter là. Il faudra diminuer autant qu'on le peut, faire remplacer l'homme par les machines pour tous les travaux aliénants et pénibles, et sans jamais même avoir l'idée de taxer les robots, qui est une mauvaise idée, parce que nous sommes en France en retard en matière de robotisation, parce que il n'est pas normal de taxer plus une entreprise qui a un seul robot
qui a 2 robots par rapport à une entreprise qui n'en aurait qu'un seul, si celle qui a un robot fait plus de bénéfices, il est normal que ce soit elle qui soit la plus taxée, non pas celle qui a le plus de robots. Donc cette taxe sur les robots est une véritable aberration. Et nous verrons comment on finance notre revenu citoyen dans un instant. La valeur du travail, sinon la valeur travail, nous l'avons vu, est précisément défendue par le revenu citoyen. Les opposants, eux, défendent la valeur emploi à tout prix, et le plus souvent au prix de l'exploitation de la personne. Le principe du revenu universel est, philosophiquement parlant, libéral. Celui du revenu citoyen est, philosophiquement parlant, distributiste, libéral-libertaire. Les conservateurs du système se condamnent à l'assistanat, inique et impuissant, qui rabaisse ceux qui le perçoivent et laisse 6-7 millions de personnes en deçà du seuil de pauvreté. En outre, ils font croire à la fable du plein emploi et au mythe de la croissance productiviste qui détruit la planète, même s'ils affichent des programmes inverses, pillé chez nous, écologistes, est devenu paravent de l'indigence de leurs pensées. Les adversaires du revenu citoyen sont de fait des partisans de l'exploitation et sont de fait des ennemis des classes laborieuses, pardon de reprendre ce vocabulaire. Certains programmes d'extrême gauche proposent un SMIC amélioré, passant à 1300 €, etc. Le partage du travail est oublié, l'assistanat de misère est maintenu, le revenu citoyen est combattu. Avec notre revenu citoyen, le SMIC sera augmenté de 5% et le temps de travail passera de 32 heures à 24 heures pour les bas salaires et les travaux pénibles. Qui défend les travailleurs, donc, qui veut les libérer de l'esclavage salarié. L'extrême gauche ferait bien de méditer sur le fait que pour financer le revenu citoyen, il est clair qu'il faut nécessairement s'en prendre au capital financier, aux multinationales, au patrimoine colossaux, aux rentes, aux salaires et dividendes excessifs. On ne peut se prétendre de gauche et ne pas vouloir abolir la misère, ne pas vouloir le revenu citoyen qui est profondément égalitaire et universel. Alors voyons maintenant les caractéristiques du revenu citoyen après avoir vu les actes de refondation pour la République, pour l'économie, pour la société qu'il posait. Concrètement, le revenu citoyen consacre l'effort de l'État, concentre l'effort de l'État sur la santé, l'éducation, la recherche, la culture. Éducation, formation, culture d'une part, santé d'autre part, constitue la politique sociale, la seule politique sociale du gouvernement. Tout le reste disparaît. Et ce ne sont pas des mots, puisque l'État n'a rien d'autre à faire en matière de social. Ce qu'on lui demande en matière de social, c'est santé, éducation, formation, culture. Alors évidemment, vous imaginez que si l'État consacre tous ses efforts en matière sociale à l'éducation, formation, culture et à la santé, la société va prendre une toute autre route, une toute autre voie, va s'orienter vers une toute autre orientation qu'aujourd'hui, évidemment. Le revenu citoyen supprime en effet l'assistanat. Ça veut dire la pauvreté, la mendicité, par une redistribution équitable des richesses sans politique sociale
onéreuse. C'est la fin des principaux coûts de gestion des allocations, RMI, RMA, bourse d'études, allocation logement, allocation chômage, allocation familiale. C'est la suppression des subventions de la charité au restaurant du cœur, etc. La suppression du statut des intermittents du spectacle, ce que sais-je, bref. C'est une société sans pauvres, sans mendicité. Une meilleure santé publique, un meilleur climat social. C'est la dignité retrouvée, car personne n'est assisté. Seule subsiste l'allocation handicap-maladie en fonction du taux d'incapacité à travailler, et cette allocation handicap est évidemment cumulable aux revenus citoyens. Grâce aux revenus citoyens, l'assistanat est supprimé et toute la politique sociale donc, de l'État se concentre sur éducation et santé. Nous conservons bien sûr les 150 milliards du budget santé, mais qui sera augmenté de 20 milliards car les hôpitaux ont besoin de notre aide d'urgence. Et nous renforçons la recherche, le déploiement dans les zones rurales et l'effort sur les problèmes de santé liés à la pollution et sur certains remboursements. Santé et éducation incluent culture, formation, recherche et deviennent effectivement prioritaires car l'État, les communes et les régions ne s'occupent plus des machines à gaz de l'assistanat. Ce nom assistanat est très amusant. Vous savez, la gauche n'arrive pas à prononcer le terme assistanat, ça leur entrave le gosier. Ah non, 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 l'assistanat, ça n'existe pas. C'est l'aide sociale qu'ils disent. Sauf que quand quelqu'un manque de moyens et qu'on lui apporte une somme d'argent concrète, ah ben, c'est qu'on l'assiste. Et on en fait un assisté. C'est bel et bien de l'assistanat. On peut très bien ne pas appeler un chat, mais moi j'appelle un assistanat et je suis pour sa suppression totale et intégrale. Alors, la gauche, l'extrême gauche, dit oui, mais ça met en cause les minima sociaux. Gros malin, ça met rien en cause du tout, puisque on donne 960 € de base à tout le monde, c'est-à-dire que c'est bien au-delà de tous les minima sociaux qui existent. Donc, on ne peut pas se plaindre de la disparition des minima sociaux, qui sont tous inférieurs à ce que l'on propose, à la mesure allocative universelle que l'on propose. Donc, le débat est évidemment tranché avant même d'être posé. Suppression de l'assistanat, priorité, santé, éducation. Partage du travail. Partage du travail, oui. Le revenu citoyen supprime ipso facto le chômage, en ramenant à 32 heures immédiatement pour tout le monde, 24 heures immédiatement pour les travaux pénibles et tous ceux qui sont au SMIC, et au bout d'un an à 24 heures pour tout le monde, le contrat de travail. Bon, les offres d'emploi ainsi libérées par le partage du travail mettent tout naturellement fin au chômage. Le revenu citoyen, évidemment, donne ces 4 jours de disponibles, puisqu'ils sont à 24 heures, à tous les salariés sans qualification. 4 jours de disponibles, mais avec une politique sociale de l'État centrée sur la formation. Ça veut dire que ces gens qui sont actuellement, qui ont raté leurs études, qui sont en difficulté, et ils vont trouver tous les moyens de s'éduquer et de sortir de l'esclavage salarié dans lequel ils vont rester pour une part, 24 heures. Ce sera une part réduite, certes, mais ils y sont encore. Mais on va leur donner les moyens d'en sortir, voyez-vous. Et 4 jours pleins par semaine, avec une politique orientée sur la culture, évidemment, ça va offrir des possibilités culturelles à chacun. Ça va transformer considérablement la société, ça va favoriser ce que nous appelons le buen vivir, le bien vivre. Le fait de travailler moins mais mieux, associé à la fiscalité d'utilité publique, ouvre le chemin à la réduction de la production inutile, du gaspillage et ouvre la voie à la décroissance sélective absolument indispensable pour sauver notre humanité dans cette planète que nous saccageons. Nous ouvrons aussi, avec la mise en place du revenu citoyen, un droit au travail dans la fonction publique.
En effet, une des mesures d'accompagnement proposées par les esprits libres, c'est que tout citoyen pourra effectuer, s'il le désire, 6 ou 8 heures de travail par semaine dans la fonction publique. Les administrations auront un an pour se redéployer en fonction, et le travail fonctionnaire, qui passera progressivement à 24 heures, sera cumulable à d'autres professions, pour la plupart, sauf exception donc. Tout salarié, public ou privé, disposera de 4 jours pleins par semaine de disponibles. Le travail salarié sera largement disponible, la fin du chômage verra le jour par le partage du travail qui multiplie bien sûr les offres d'emploi, tout en poursuivant l'objectif social de suppression des emplois aliénants. Alors, ce droit au travail dans la fonction publique est important parce que ça veut dire que vous pourrez en permanence, vous êtes étudiant par exemple, cumuler votre revenu citoyen avec un salaire de 8 heures par semaine dans la fonction publique. Ce sera un droit. Et ça va dans le sens de partage de la fonction publique entre tous les citoyens. Partage volontaire, non obligatoire bien évidemment. Ça veut dire qu'il sera d'autant plus facile à un employé qui a un travail pénible et tout ça, de lâcher son patron, de lui dire « faites-moi mon compte pour ce soir, moi à partir de la semaine prochaine, je prends mon revenu citoyen, je fais 8 heures, 6 ou 8 heures de travail fonctionnaire par semaine, et je consacre mon temps libre, celui qui me reste, 6 jours par semaine, à me préparer une autre formation, à changer d'orientation. » Vous voyez comme on arme considérablement les salariés avec ce droit au travail que nous introduisons. Alors il est clair aussi que le revenu citoyen supprime largement le travail au noir. Car contrairement au RMI, RSA et compagnie, le revenu citoyen est cumulable aux autres revenus, évidemment en toute transparence, et la triche devient parfaitement inutile. Le revenu citoyen resserre, et c'est heureux, l'échelle des revenus, puisque le minima social est porté à 900 ou 960 euros, alors que les hauts salaires qui touchent également le revenu citoyen, les hauts revenus, voient leur imposition augmenter de plus de 960 euros pour son financement. Alors, ça veut dire tout simplement qu'on va reprendre d'une main à ceux qui sont plus riches, au-delà de 4 000 euros par mois, on va leur reprendre à eux l'intégralité de leurs 960 euros qu'on leur a distribués. Pas nous prendre non plus pour des imbéciles, vous voyez, il ne faut pas que les riches nous coûtent. Bon. Ils sont riches, tant mieux, on s'en félicite, on en est bien content, on les encourage à le rester, comme ça ils paieront des impôts, c'est très bien, on ne va pas leur mettre des bâtons dans les roues, on ne va pas faire payer les riches, comme disait l'autre, c'est pas ça l'objectif, mais enfin, on va augmenter leur fiscalité, dans le cadre de la fiscalité d'utilité publique, de sorte qu'ils nous reversent d'une main ce qu'on leur a donné de l'autre, c'est-à-dire leur fiscalité à eux, à partir de 4 000 euros par mois, concrètement, la fiscalité augmentera pour chacun de 960 euros au moins, et ce sera progressif, ça pourrait être de plus bien sûr, de façon à ce que le revenu citoyen que l'on verse aux riches ne nous coûte rien, et au contraire nous rapporte, puisque certains, au-delà de 6 000 euros, paieront plus que les 960 euros qu'on leur donne, vous voyez. Donc, nous resserrons l'échelle des revenus assez considérablement avec le revenu citoyen. Nous dynamisons aussi la consommation des bas salaires et nous irriguons de ce fait l'économie et le commerce de proximité. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en deçà du seuil de pauvreté, il n'a pas d'argent, il ne le dépense pas. Le commerce de proximité n'est pas encouragé, n'est pas vivifié. Si vous donnez un revenu citoyen de base à ceux qui en ont le plus besoin, ils vont le dépenser, ils ne vont pas le mettre dans le bas de laine. Donc ça va irriguer l'économie, et comme fiscalement
La fiscalité d'utilité publique va encourager les commerces de proximité au détriment des grandes surfaces, comme il encouragera la petite agriculture écologique au détriment de la grande agriculture productiviste. Eh bien tout ça est susceptible de recréer un véritable lien social en dynamisant la consommation écologique, la consommation intelligente et la consommation nécessaire. Notre revenu citoyen permet de baisser évidemment les cotisations sociales des entreprises en leur redonnant leur compétitivité mondiale. Le secteur productif est plus taxé en France que dans les autres pays. La baisse sera entièrement compensée par l'augmentation de l'impôt sur les bénéfices, plus probante donc que la taxe sur robot, et par l'augmentation de la taxation des hauts revenus et du patrimoine. Le revenu citoyen réduit les cotisations sociales, évidemment, des salariés, leur donnant du pouvoir d'achat. Alors, le cas échéant, et là il faut être prudent, le revenu citoyen peut permettre d'augmenter, pour certains produits, la TVA à 25%, en particulier en taxant les produits importés. La consommation est aujourd'hui taxée en France, moins taxée en France que dans les autres pays européens. Mais cette augmentation de la TVA exige une indexation sur le revenu citoyen et impose une revalorisation du revenu citoyen chaque fois qu'elle sera retenue, de façon à ne pas faire payer, si vous voulez, à ne pas faire perdre les avantages du revenu citoyen. Donc ça, c'est une question un peu délicate, un peu technique, et qu'il faudra voir de plus près. Le revenu citoyen renforce la flexi-sécurité, évidemment, facilitant de bons contrats du travail, comme il facilitera naturellement le licenciement. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Les travailleurs n'auront pas à craindre d'être licenciés par le patron. Par contre, les patrons auront un peu à craindre d'être quittés par leurs employeurs. C'est surtout dans ce sens que la machine va fonctionner lorsque les esprits libres seront au pouvoir avec leurs alliés. Et le revenu citoyen impose le patrimoine à 1,8%, considérant qu'il est lui-même, revenu citoyen, un patrimoine à vie que l'on distribue à chacun. Il est bien normal que ceux qui bénéficient par ailleurs d'un patrimoine familial colossal, considérable et quelquefois tout à fait outrancier, eh bien, restituent un peu de ce patrimoine pour pouvoir bénéficier du revenu citoyen qui compensera largement leurs pertes. Et le revenu citoyen permet d'augmenter les droits de succession, toujours pareil, en considérant donc que le revenu citoyen étant un héritage à vie, et qu'aujourd'hui les héritages, tout compte fait, ne sont en moyenne taxés que de 5% en France, chose que l'on ne sait pas et qu'il faudrait mettre quand même sur le tapis. Donc on augmente tous les droits de succession, surtout pour les successions importantes, et tout de façon progressive, bien évidemment. Plus la succession est importante, plus on augmente les droits, comme le patrimoine. Enfin, le revenu citoyen s'en prend au pouvoir des banques en renforçant le pouvoir de la banque publique. Car c'est sur la banque postale, qui redeviendra véritablement publique, que sera versé le revenu citoyen. Chaque citoyen recevant le revenu citoyen devra avoir un compte sur la banque postale, sur la banque publique. Et le revenu citoyen sera versé sur ce compte, et le citoyen pourra émettre des chèques de cette banque-là. Alors évidemment, puisque ce n'est pas dans des banques privées, le revenu citoyen fera pleinement jouer ce rôle de banque publique dans la gestion, dans la distribution de ce revenu. Et une fois dans sa vie, un citoyen pourra faire un emprunt d'une année de revenu citoyen qui sera versé en une seule échéance plutôt que mensuellement. Un emprunt de formation également, le revenu citoyen pourra être doublé pour une formation d'1 ou 2 années à disposition de chaque citoyen une fois dans sa vie. Et évidemment, ce sera récupéré sur l'année suivante. Voilà, bon, tout cela sera calculé. Mais disons, cette banque publique pourra servir de banque pour les citoyens, et l'on pourra jouer avec la somme du revenu citoyen dans la limite donc du raisonnable. Bon. Alors, passons maintenant à la question du financement du revenu citoyen. Bon.
je vous dirais, je commencerai un peu en vous disant que ceux qui se posent la question du financement du revenu citoyen, et tant que vous vous poserez la question du financement du revenu citoyen, ce sera une indication comme quoi vous n'avez rien compris au revenu citoyen. Pardonnez-moi, mais c'est un peu comme ça que se pose le débat sur le financement. Alors d'abord, la question assez amusante de revenu citoyen et baisse d'impôts. Certains parlent d'une augmentation des impôts, alors que le revenu citoyen consiste précisément à verser 960 € par mois à chacun sous la forme d'un crédit sur sa feuille d'impôt. Donc c'est un impôt négatif, c'est l'inverse d'un impôt, le revenu citoyen. Alors ne commençons pas à critiquer le revenu citoyen en disant « Ah, c'est une augmentation d'impôt », alors que précisément la mesure s'impose massivement à la base, c'est son principe même, comme une diminution considérable d'impôt, puisqu'on vous verse un crédit sur votre feuille d'impôt. Pour l'instant, quand vous recevez votre feuille d'impôt, vous partez à zéro. Puis, en fonction de vos gains, vous avez un chiffre et on vous dit, bon, vous êtes imposable ou pas imposable, peu importe. Eh bien, demain, ça sera différent. Vous partirez avec un crédit de 960 € par mois. Bon. Alors, vous pourrez commencer à vous plaindre en disant « Ouais, le revenu citoyen, c'est une augmentation d'impôts », si vous observez une augmentation de vos impôts de plus de 960 € par mois. Parce que, pardonnez-moi, mais il y aura quand même une colonne avec un crédit de 960 € par mois pour vous, comme pour tout le monde. Hein. Donc le jour où vous constaterez que vos impôts ont augmenté de plus de 960 €, vous pourrez dire « Oh là là, le revenu citoyen, ils m'en veulent, ils ont augmenté mes impôts. » Oui, vous pourrez. Ça signifiera que vous êtes au-delà de 6 000 € par mois. Bon, vous pourrez toujours dire « Oui, je suis au-delà de 6 000 € par mois. J'ai 8, 9, 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 € par mois. Je constate qu'on m'a pris un petit peu plus que les 960 € qu'on m'avait donné. » Très bien, vous pourrez me dire, bah, vous serez très minoritaire dans la société, parce qu'à côté de vous, des millions et des millions de citoyens, eux, seront créditeurs. Et en plus, je suis persuadé que vous ne le direz pas, parce que vous verrez combien le lien social, les gains en matière de santé publique, les gains en matière d'éducation, de culture et tout ça, ont fait que le bien public est préservé et que le bien vivre, finalement, vous bénéficie, même si vous avez eu cette augmentation d'impôts. Donc non, le revenu citoyen n'est, dans tous les cas, absolument pas une augmentation d'impôts. Dans son essence même, le revenu citoyen est une mesure de distribution de la part de l'État aux citoyens et donc exactement l'inverse d'un impôt. S'il faut lever certains impôts pour le financer, nous ne devrions nous plaindre que si la levée était supérieure à 960 € par mois, puisqu'on les distribue à la base. Le revenu citoyen réduit l'impôt, car il est un crédit d'impôt, et aujourd'hui, pour donner 100 € à un chômeur, savez-vous combien il faut prélever d'impôts? Eh bien, il faut prélever 300 €. Et oui, parce qu'il y a des fonctionnaires dans les caisses d'allocation familiale, caisses d'allocation logement, Pôle emploi, etc. etc. Bon. Fonctionnaires que nous payons, il y a une machine sociale considérable, une usine à gaz considérable, des politiques même qui se chargent de distribuer à leurs clients, à leur clientèle électorale, tel ou tel avantage, enfin que c'est de la politique sociale, quoi, l'usine à gaz. Elle coûte très cher. 100 € distribués, 300 € prélevés. Avec le revenu citoyen, vous donnez 100 €, vous prélevez 100 €. Il n'y a aucune perte. L'opération est faite, c'est la même opération sur la feuille d'impôt. C'est une ligne qu'on a rajoutée, plus 960 multiplié par 12 chaque année. Il n'y a aucune déperdition, aucune perte. Donc évidemment, le revenu citoyen est beaucoup plus économe que la politique sociale actuelle. Avec... c'est l'évidente, si vous voulez, supériorité du revenu citoyen sur l'assistanat et sur ces machines à gaz et sur la pseudo-protection sociale qui, évidemment, laisse 7-8 millions de personnes sur le carreau.
Donc le revenu citoyen est de loin le moins coûteux des systèmes, et il n'y a que les richissimes qui seront débiteurs, puisqu'ils verseront eux plus qu'ils ne reçoivent. Deuxième chose, concernant le financement, deuxième remarque, on ne doit pas se poser la question du financement du revenu citoyen dans le cadre d'un budget particulier. Il est financé sur un budget global, le revenu citoyen, sur le budget global de l'État. Il n'y a pas à se poser la question spécifique du financement du revenu citoyen. Les recettes de l'État ne sont pas affectées à tel ou tel poste. Il s'agit de financer le budget global de la nation, comprenant des recettes et des dépenses. L'ensemble des recettes exige des dépenses, l'ensemble des dépenses exige des recettes équivalentes. Les richesses que nous avons produites et créées sont immenses. Nous sommes dans un pays riche, trop riche d'une certaine façon, puisqu'il gaspille. La question que pose le revenu citoyen, c'est celle de son utilité et de ce qu'il rapporte, car il est un investissement social et sociétal considérable. Imaginez-vous combien rapporte le fait que les citoyens auront tous les moyens pour se former, des moyens démultipliés pour se cultiver et des moyens démultipliés pour être en bonne santé. Vous imaginez bien que ce sera une société, c'est un investissement absolu, ça, la culture et la santé, qui seront gratuites à tous les niveaux, renforcées, généralisées. C'est avec la revalorisation du commerce de proximité, le dynamisme de nos économies, la baisse des charges de nos entreprises, tout ça, ça va nous donner une économie tout à fait prospère, même si la décroissance est l'un de ses objectifs. Alors, troisième réflexion, le revenu citoyen peut être financé de multiples façons, selon les politiques menées, leur sensibilité de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs. La tâche de financement est aisée quand on sait qu'aujourd'hui, l'usine à gaz coûte beaucoup plus cher. Le plus simple est de financer le revenu citoyen par le transfert de la politique sociale d'assistanat actuelle, qui permet de financer plus de la moitié du revenu citoyen. Et l'augmentation progressive de l'impôt sur le revenu et la CSG fusionnée et personnalisée, du patrimoine, de l'héritage et des transactions financières. De sorte que les revenus médians fassent une opération plutôt positive, tout en gagnant beaucoup de temps, puisqu'ils travailleront effectivement moins, leurs revenus citoyens dépassant l'augmentation de leur imposition. Que les sans revenus et les bas et moyens salaires soient gagnants, et se situent tous au-delà du seuil de pauvreté, et que les très hauts revenus et très hauts patrimoines soient perdants, c'est-à-dire paient plus qu'ils ne reçoivent. Ce financement n'est qu'une trame, évidemment, que l'on constate modifiable, mais l'équilibre doit subsister et la philosophie générale reste libératrice, libérale, libertaire, en ce qu'elle remet en cause la centralité du travail, si ce revenu est au moins égal au seuil de pauvreté, moitié du salaire médian, c'est-à-dire éradique la misère indépendamment du travail fourni. C'est cela, sortir de la centralité du travail. En ce sens, notre proposition des esprits libres, de revenus de base inconditionnels, de revenus d'existence, mérite bien son appellation de revenu citoyen, car il remplit pleinement sa fonction de socialisation citoyenne par l'éradication de la pauvreté et la nouvelle centralité paradigmatique autour de la créativité et de l'écologie. Ce débat sur le financement, bien que probant, n'est certainement pas le plus important lié au revenu citoyen, tant il est évident qu'un système distributif égalitaire est plus efficace et moins coûteux que le système actuel. À tel point que l'économie réalisée sur le coût du fonctionnement du système, quasi nulle donc pour le revenu citoyen, qui n'est qu'un chiffre dans une colonne sur la feuille d'impôt, et les gains sociaux induits sont inestimables dans tous les domaines. Tout compte fait, ces gains produiront à l'évidence des résultats probants et vitaux pour un coût moindre.
à tel point que la prospérité est assurée au-delà de notre entendement actuel et que notre modèle sera immédiatement envié et copié. Le débat philosophique lié au revenu citoyen, par contre, est beaucoup plus important pour délivrer les esprits qui, lorsqu'ils finissent par voir quel jeu d'enfant est la question du financement, deviennent des esprits libérés de cette question, c'est-à-dire des esprits libres. Au fond, celui qui se pose la question du financement ne comprend pas encore tout à fait le concept de revenu citoyen. Saisir le concept au fond, c'est immédiatement savoir régler et dépasser cette question du financement. Avant de poser la question du financement, il faut se poser sur le fond la question de l'accord ou non avec le revenu citoyen. Et si l'on est sur le fond d'accord avec le revenu citoyen, c'est-à-dire avec ses mécanismes et sa philosophie, on règle immédiatement la question du financement qui ne relève plus que de l'intendance, qui ne peut que suivre, tant la mise en place du revenu citoyen est facile, et si on le désire, politiquement. La mathématique du revenu citoyen suit automatiquement la philosophie du revenu citoyen. Mais la mathématique ne peut venir sans la philosophie. En un mot, même si l'on passe nécessairement par la question du financement, tant qu'on se la pose en tant que difficulté, on n'a pas compris le revenu citoyen. Alors, dernier point maintenant, le revenu citoyen, c'est un revenu commun. Évidemment, et le partage également entre tous les citoyens un bien commun et crée un lien de solidarité et de fraternité. En ce sens, donc, il est le dépassement du marxisme de la lutte de classe, puisqu'il crée une appartenance citoyenne existentielle soldée par un revenu commun et une préservation judicieuse du marché sans son hégémonie capitalistique sur la société. Face à l'économie et à la société de marché, le capitalisme face à l'économie administrée et socialisée, le socialisme réel, c'est la voie républicaine, libérale et libertaire d'une économie et d'une société avec marché, avec travail, et non de marché et de travail, d'une économie et d'une société de créativité. Je dirais que le revenu citoyen est une régulation républicaine et distributiste libertaire de la part libérale de l'économie et qu'il peut servir de modèle social dans le cadre d'un noyau fédéral des pays de la zone euro. Nous voulons donc une économie et une société avec marché, et non de marché avec travail, et non de travail. Nous voulons remplacer la centralité du marché et du travail par la centralité de la créativité et de l'écologie. Ouvrons les chemins de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, de la démocratie vivante pour chacun, de réaliser sa propre conception de la vie bonne, soyons des esprits libres. Alors, donc, je reviens sur le financement, mais avec des chiffres un peu techniques. Je veux vous dire que si vous allez sur le site des Esprits Libres, salonespritlibre.com, vous verrez le détail du financement que l'on propose, la machinerie que l'on propose pour donc trouver les milliards nécessaires à la mise en place du revenu citoyen. Mais là, je vais d'ores et déjà vous le dire, rappeler un peu ce financement. Alors, pour un financement de 900 € par mois, en fait ce sera plutôt 960, mais enfin disons prenons un financement de 900 € par mois. Vous avez un coût total de 778 milliards et nous avons avec notre montage financier des recettes de 822 milliards. Alors vous allez me dire, vous avez plus de recettes que de dépenses. Ben oui, je vous dis oui, on a mis en place un financement qui fait qu'on se retrouve avec 75 milliards disponibles. Je vous donne les chiffres. Les bénéficiaires d'abord, de 0 à 16 ans, 14,6 millions de personnes, 200 € par mois, ça fait 35 milliards. 16 à 18 ans, 1,8 million de personnes, 400 € par mois, 9 milliards. Les adultes, 36,5 millions de personnes, à 900 € par mois, 394 milliards.
Et les retraités, 13,7 millions de personnes à 1 600 € par mois, 262 milliards. Le complément des retraites acquises au-delà de 1 600 € pour que ceux qui ont cotisé ne perdent rien, 78 milliards. Ça nous donne un total de revenus citoyens distribués de 750 milliards, 748 exactement. Alors nous supprimons les aides existantes, RSA, prime d'activité, 15 et quelques milliards, aide au logement, 17 milliards, exonération des bas salaires, 38 milliards, niche fiscale, 34 milliards, prestations familiales, 36 milliards, retraite, 219 milliards, assurance chômage, 38 milliards, individualisation de l'impôt, 37 milliards, bref, nous supprimons 435,67 milliards d'euros en aide. Donc, nous supprimons ça. Et nous faisons varier les taxes et les impôts. Alors, nous fusionnons l'impôt sur le revenu et la CSG que nous personnalisons et nous récupérons de plus de 20% du revenu citoyen versé aux plus aisés selon un régime progressif et ascendant. Les plus aisés verseront plus, donc ils ne reçoivent dans le cadre du revenu citoyen. Impôt sur le revenu passe de 9 à 16%, ça nous fait 65 milliards. La CSG peut éventuellement être augmentée, donc est augmentée de 7,9 à 16,2, 91 milliards. La TVA peut ou pas être modifiée, ça c'est on le met à part. La taxe sur le patrimoine absorbant l'impôt sur la fortune peut passer de 1,18 à 2%. Ça nous fait 84 milliards. La taxe carbone de 32 € à 47 € la tonne, ça nous fait 6,22 milliards. La taxe sur les transactions financières à 15 milliards. La lutte contre la fraude fiscale 20 milliards. La suppression des niches fiscales 40 milliards. L'augmentation des droits sur l'héritage 30 milliards. Et l'encadrement du secteur bancaire et la taxe sur les superprofits 6 milliards. Ensuite, des effets de réduction des charges sociales, de TVA sociale et recettes d'un bénéfice de milliards, économie de fonctionnement des services sociaux de milliards, simplification administrative dont intégration des départements en régions, suppression du Sénat et du Conseil économique et social, limitation du nombre de députés, fusion de Matignon et de l'Élysée de milliards, gains liés à la légalisation contrôlée du cannabis et des drogues 2 milliards, total des variations, 386 milliards. Donc, si nous avons un montant de revenus citoyens distribués de 748 milliards, la somme des suppressions des aides existantes actuellement et des variations que nous faisons sur les taxes et sur les impôts, la somme récoltée de 822 milliards. C'est-à-dire que nous avons un total de recettes de 822 milliards pour 748 milliards à trouver. Vous vous rendez compte que nous avons 75 milliards de trop dans ce montage. Bon, très bien. Mais, nous ne comptons pas quoi? L'écotaxe, non compté. Les gains liés à la réduction du travail, à le travail au noir, devenu inutile, non compté. Les gains liés à l'amélioration de la santé publique, devenus prioritaires, non comptés. Les gains liés à la réduction de l'absentéisme, devenu non rentable, non comptés. L'imposition des multinationales, considérable et à organiser, non comptés. La lutte contre la fraude fiscale, l'optimisation des paradis fiscaux et des paradis fiscaux, inchiffrables, au moins 100 milliards comptabilisés, non comptés. Dans ce montage, donc, les effets positifs d'une harmonisation fiscale autour d'un noyau fédéral de pays européens et dans le cadre de l'ensemble des pays de l'Union sont non comptés. Considérable effet financier positif du revenu citoyen étant donné une société sans chômeurs, sans assistés et sans pauvres, non compté. Option, sur la TVA, un point de TVA, c'est 8 milliards. Une hausse de TVA baisserait
mécaniquement l'effet du revenu citoyen et entraînerait automatiquement une indexation, revalorisation de celui-ci. Elle doit être pourtant envisagée afin de taxer les produits importés si les droits de douane ne permettent pas de prendre en compte nos accords, ne permettent pas compte tenu de nos accords commerciaux. Elle permet de sélectionner les produits et de favoriser les qualités de l'écologie, l'utilité publique en baissant le taux. Voilà, donc avec ce total de recettes supérieur de 75 milliards au total que nous coûte le revenu citoyen, la situation est un peu embarrassante pour les détracteurs du revenu citoyen qui prétendent que son financement est impossible. En répondant, nous récoltons 822 milliards quand le revenu citoyen coûte 748 milliards et nous rétablissons une fiscalité enfin juste et équitable. Nous disposons au bas mot d'un volant de 75 milliards après financement du revenu citoyen. Cela signifie que dans ce montage, que vous retrouverez donc sur le site internet, et je vous convie à vous y pencher et à l'étudier stylo en main, cela signifie que dans ce montage, 75 milliards peuvent être gommés ou réorientés vers une augmentation du revenu citoyen ou vers d'autres postes. En particulier, résorber la dette, renforcer la recherche, selon les orientations politiques retenues par le gouvernement de gauche, de centre ou de droite qui se met en place. Pour les esprits libres, la question qui se pose aux politiques qui souhaitent financer le revenu citoyen, c'est que faire de tout cet argent récolté? Cela veut dire qu'une gestion plus droitière épargnera les plus aisés pour un montant considérable, quand notre proposition à nous vise le bien commun et le redéploiement des sommes récoltées vers les secteurs vitaux: éducation, culture, recherche, écologie, justice, défense, dette, revenus citoyens éventuellement revalorisés, etc. Notons aussi que la fusion CSG, impôt sur le revenu personnalisé, et la récupération de 15 à 35% du revenu citoyen par l'impôt fixé est modulable. Si une faille apparaît dans le montage, on peut parfaitement récupérer jusqu'à 35% du revenu citoyen distribué, ou au contraire ne récupérer que 15% si la rentrée dépasse les prévisions. Cette modulabilité de récupération par l'impôt du revenu citoyen versé aux plus aisés, et cet excédent dans notre budget signifie que dans toutes les configurations, le revenu citoyen peut être facilement financé, puisque l'on peut reprendre d'une main ce que l'on donne de l'autre si nécessaire. Ceux qui parlent de l'impossibilité financière de financer le revenu citoyen ne sont pas très forts en économie. Le seul obstacle, c'est l'absence de désir politique du revenu citoyen et l'absence de majorité politique pour le revenu citoyen. La mise en place technique, crédit sur la feuille d'impôt, est un jeu d'enfant et la faisabilité est évidente. Merci de votre attention.